Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, quel plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Vous qui êtes toujours là, hein, courageux, mes fans, fidèles followers, qui attendaient patiemment que jaillisse à nouveau cette flamme, cette étincelle, un trait de génie, un sursaut de talent, un pic de mon EEG. C'est vrai que cette saison, hein, puisqu'on arrive en fin de saison, c'est vers les bilans. Et cette saison, effectivement, ça n'a pas été très brillant, mais c'est pas entièrement de ma faute. Regardez, vous avez vu tous les thèmes des rubriques que j'ai eu à lancer? Bon, j'avoue que je suis pas entièrement innocent, hein. J'ai quasiment raté tous les événementiels, tous les grands événements. La démission du pape, j'en ai à peine parlé. La viande de cheval, pareil. Le printemps, j'y ai à peine fait allusion. Et ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai raté le bac, hein, la fête de la musique. Et il y avait un autre truc, mais j'ai oublié, vous voyez, j'ai tout raté, tout raté. Alors bon, est-ce qu'aujourd'hui, ça va être enfin le moment qu'on attend tellement, avec le retour de l'inspiration, avec, je sais pas, la critique de Game & Wario, ou alors avec l'interview du directeur créatif du jeu The Crew, peut-être avec Retro Magic consacré au premier FPS, voire avec les news, mais là j'en doute. Maintenant, on va faire le tour du stand Electronic Arts avec un max de jeux, max de jeux. Beaucoup de jeux, et puis aussi, juste vite fait, faut préciser que le stand Electronic Arts fait partie des stands les plus bruyants du salon. C'est pour ça que quand on parle, on crie un peu. On hurle. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que ça donne un petit côté journalisme total. Voilà. Et vous allez voir, avec la présentation de Titanfall, vous aussi vous allez hurler. Cette année encore, Electronic Arts disposait d'un stand massif pour présenter tous ces jeux, dont certains étaient directement jouables sur place. Le prochain Battlefield faisait partie de ces derniers, et on a même eu l'occasion de s'y essayer en mode multi. Alors attends. Oh merde. Je me suis fait marcher dessus. La version présentée elle est pas finale, hein, parce qu'il y a des bugs. Là par exemple tu vois il y a un mec qui reste, un mec qui est mort, et qui reste pourtant ici. Ah non, en fait c'est un coéquipier. Alors là je suis en train de les remplir. Là je suis en train de les remplir, simplement j'ai plus de vie. Ah fuck mais... La map jouable était identique à celle présentée lors de la conférence EA et laissait donc des dizaines de joueurs s'affronter en mode conquête, avec la possibilité pour certains de se mettre en mode commandeur sur grand écran. Cela a aussi été l'occasion de voir tourner le tout nouveau moteur de DICE, le Frostbite 3, et d'apprécier ce magnifique spectacle aussi bien sonore que visuel durant cette session de jeu. Visuellement c'est vraiment impressionnant. Bon après, très clairement ça doit tourner sur de la bécane de compétition. Il y a beaucoup de choses destructibles, il y a plein de débris dans tous les sens. De la fumée. Ah putain non, honnêtement c'est vraiment bien fait. Non, bah oui, évidemment, n'importe quoi. Prévu sur PC, PS3 et 360, mais aussi sur les consoles nouvelle génération d'ici la fin de l'année, on attend de voir si la campagne solo de ce prochain Battlefield arrivera à nous faire oublier le déplaisir que l'on avait pris dans celle du précédent. Développé par un groupe de vétérans du moteur Frostbite, Plants vs Zombies Garden Warfare fut l'une des plus belles surprises de la conférence Electronic Arts. Ce jeu d'action multijoueur cartoon a été créé à partir du Frostbite 3 et ça se voit. Confirmé pour le moment sur Xbox One, 360 et PC, Garden Warfare est en quelque sorte un Battlefield à la sauce Pixar, reprenant le monde et les personnages ultra populaires de la licence Plants vs Zombies. The concept itself is a little crazy. We had to keep it secret for about 2 years, just because if I tried to explain to you, you know, we're going to make this Plants vs. Zombies game. It's like a 2D tower defense, but we're going to blow it up and make a big old multiplayer game out of it. People would probably say, well, that's just crazy, right? That shouldn't work. But the thing is, it works. It's really fun. And we wanted to show people, not let them hear it from some other source. So we kept it secret. And then at E3, we uncovered it and we said, boom, here we are. Dans la démo présentée lors de la conférence et sur le stand EA, Garden Warfare se présentait comme un jeu jouable à 4, chaque joueur incarnant une plante différente. So yeah, what we're showing today is 4-player co-op, but honestly this is just the tip of the iceberg, right? This is the very first game mode that we're unveiling. There's also going to be a very heavy competitive element to it, where the plants and the zombies are basically going to be in a battle in the backyard, so to speak. Sans le dire, le directeur créatif confirme ainsi la possibilité de jouer des zombies, ce qui semblait tout de même logique. Mais Garden Warfare ne se contentera pas d'être un jeu 100% action pour intégrer certaines des mécaniques du jeu du Tower Defense original. So this game is designed as an action game first and foremost. We want players to get in there and have a great time just blasting the stupid zombies. But
Plants vs. Zombies is a tower defense game. So we wanted to sprinkle that in. So there's strategic elements where plants can go up to pots and they can grow their very own PVZ1 and PVZ2 characters. So they can collect the characters and then plant them as AI, helpers who are gonna take the fight to the zombies. Now the interesting thing comes in what turrets they're gonna plant, which characters they're gonna use to get that strategy in there. So if you put down like an ice shroom who's gonna freeze blast the zombies, and then you put a P-Gatling just a little bit behind him, he's gonna freeze them, the P-Gatling's gonna clean the rest of them up. Chaque personnage possède également 3 pouvoirs qu'il convient d'employer de façon tactique, ce qui donne une certaine profondeur à Garden Warfare. Le jeu sortira d'abord sur Xbox One et Xbox 360 au printemps prochain, suivi rapidement d'une version PC, avant d'apparaître sur d'autres consoles. L'exclu Microsoft ne sera donc que temporaire. Le stand EA, c'était également toute cette tripotée annuelle de jeux de sport, avec les NFL, UFC et autres FIFA, soit présents sur des bandes jouables, soit présentés en behind closed doors ou sous forme de trailers qui tournent en boucle. Seule réelle surprise, le NBA Live 14, lui aussi visible lors de la conférence, qui refaisait surface avec son petit trailer moyennement convaincant. Tous ces jeux mettaient en avant le nouveau moteur Ignite de EA. Pour des jeux comme FIFA 14, ce nouveau moteur était l'occasion de sortir des concepts inspirés d'un point de vue marketing, dotés de noms qui le sont tout autant, comme Pure Shot, Variable Dribble Touch ou encore Sprint Dribble Turns. Concrètement, cela veut dire que l'on aura droit à un FIFA annuel plus beau, un peu plus arcade d'après ce qu'on a pu voir, et tenant peut-être compte de certains retours de la communauté. On verra de toute manière le moment venu, le jeu sortant à la rentrée sur à peu près tous les supports existants, sauf peut-être Mac et Wii U. Le prochain Command & Conquer, quant à lui, se faisait plutôt discret sur le stand, avec un petit espace qui lui était réservé et ce trailer dévoilé peu de temps avant le 3. Développé par les équipes de BioWare et prévu a priori pour cette année, ce RTS free-to-play devra faire oublier les derniers épisodes moyennement convaincants. Le prochain Need for Speed sortira à la fois sur les consoles actuelles, sur PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One en fin d'année. La version présentée sur le stand EA tournait sur de gros PC connectés en réseau, aux performances calées sur celles de la PS4. On a ainsi pu jouer à Need for Speed Rivals avec une manette PS4. Développé par un tout nouveau studio, Ghost Games, à l'aide du moteur Frostbite 3, ce jeu de course s'avère jouable en solo ou avec des amis, sans que le joueur ait besoin de choisir un mode particulier. Rivals, comme The Crew, propose en effet un monde connecté totalement transparent pour les joueurs. Que l'on soit dans le camp des pilotes ou celui des policiers, il sera possible à tout moment de croiser d'autres joueurs au sein d'une partie débutée en solo, afin de leur lancer un défi qui fera alors basculer le jeu en mode multi. Dans la peau d'un pilote, l'objectif consiste à prendre un maximum de risques pour engranger des points de vitesse qui permettront d'acquérir de nouveaux véhicules et éléments de customisation. On peut décider de remettre en jeu ces points pour augmenter son niveau de réputation, au risque de tout perdre si on se fait arrêter par les voitures de patrouille. Les policiers, eux, travaillent en équipe et montent dans leur hiérarchie en fonction du nombre de pilotes stoppés net dans leur élan. Oui, Criterion épaule Ghost Games dans le développement d'un jeu qui fait définitivement la part belle aux takedowns façon Burnout, avec tout un tas de gadgets upgradables, comme des turbo boosts, des hélicoptères, des barrages, des jammers et autres surprises. Need for Speed Rivals marquera également le grand retour des Ferrari au sein de la licence NFS. Exclusif aux consoles de Microsoft et au PC, Titanfall a été pour beaucoup de visiteurs le jeu de l'E3. Ce qui était montré en behind closed doors sur le stand correspondait à peu de choses près à ce que le public a pu voir durant la conférence Microsoft. Une grosse session de jeu bien sportive donc, qui devait tourner sur des bécanes de compète, mais qui laissait tout de même entrevoir le type de kiff que l'on serait amené à éprouver durant une partie. Techniquement irréprochable, cette démonstration faite par le staff de Respawn Games se jouait en coop et nous montrait les principales features du jeu. À commencer par la capacité des personnages à sauter dans tous les sens et à faire du wall jump et même du wall run dès qu'une occasion se présentait. Également mis en avant les mechas que le joueur pouvait contrôler et qui étaient presque aussi mobiles et rapides qu'un soldat. Si en termes de puissance de feu, l'avantage du mecha sur les unités au sol n'était pas vraiment à démontrer, on a tout de même pu constater qu'avec un peu d'astuce et un bazooka, il était possible de sévèrement les endommager. Après cette session de jeu qui n'a duré que quelques minutes, on était effectivement très enthousiaste, tout comme l'écrasante majorité des personnes ayant assisté à ce behind closed doors. On attend tout de même de voir ce que le jeu donnera sur une machine un peu moins cheatée que celle sur le salon, comme la 360 par exemple, pour savoir si les équipes de Respawn Games tiennent réellement le futur du FPS entre leurs mains. Avoir un bon copain, il n'y a rien de meilleur au monde, et puis c'est pratique, on peut jouer en versus. Quand on est 3, je ne préfère ne pas évoquer cette possibilité. À 4, c'est très bien pour le baby-foot, si on accepte encore de jouer au baby-foot, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en un quart de siècle, le prix de la partie a été multiplié par 6,55 957.
arrondi. Hein. Qu'il y a 25 ans, la partie, elle était à 2 francs. Et de nos jours, elle est à 2 €. Alors que c'est les mêmes baby-foot, hein, je vous assure, eux aussi, ils ont 25 ans, comme moi. Par contre, il faut quand même pas oublier que sitôt qu'on est plus de 4, on devient une bande de cons. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, quand vous êtes, mettons, 5, eh ben, vous pouvez exploiter à fond les possibilités de multijoueur de Game & Wario, le nouveau jeu disponible sur Wii U. Et ça, c'est bien. Débuté en 2003 comme une simple compilation de minigames délirants, les WarioWare ont été investis d'une mission bien plus importante par la suite. Avec Touched en 2005, puis Smooth Moves en 2007, la série a en effet été chargée d'illustrer les possibilités de gameplay apportées respectivement par la DS et la Wii. En 2009, à l'occasion du lancement du DSiWare, Nintendo s'était même fendu d'un petit épisode censé exploiter les appareils photo de la DSi. Avec ses courtes épreuves didactiques qui misent tout sur l'instinct et les réflexes, la série proposait une formule brillante et imparable pour faire assimiler de nouveaux concepts. On peut même dire que les Wario étaient devenus nécessaires, puisqu'ils prouvaient à tous que malgré des choix déroutants, Nintendo n'était pas nécessairement dans le faux. Mais pour différentes raisons, les choses ne se déroulent pas tout à fait de la même manière avec ce Game & Wario destiné à la Wii U. Le monde de Wario vient de vivre un petit événement. Tout comme ce fut le cas pour nous il y a un peu plus de 6 mois maintenant, il a vu l'arrivée d'une toute nouvelle console de jeu. Et forcément, pas d'une console simplement plus puissante. Il a vu débarquer une nouvelle machine au concept inédit qui propose de jouer sur 2 écrans séparés, un peu comme... non, carrément comme la Wii U en fait. Toujours à l'affût des bons coups, le double maléfique de Mario et tous ses compères habituels vont alors se mettre à développer de nouveaux jeux dans l'espoir de s'en mettre plein les fouilles. Évidemment, comme c'est le cas depuis toujours avec la série, ce pitch a pour seul mérite d'exister et ne sera pas développé au fil de la progression. Contrairement à tous ses prédécesseurs, ce Wario Wii U ne reprend pas le concept d'épreuve ultra courte qui a fait la renommée de la série. Ici, Nintendo nous propose à la place 16 minigames un peu plus consistants, 12 d'entre eux étant dévolus au solo, les 4 derniers au multi. Néanmoins, ceux du solo ne sont pas tous disponibles au lancement du jeu et attendront d'être débloqués un à un. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de remporter le premier jeu pour débloquer le second. Le second peut avoir accès au troisième et ainsi de suite. Une fois bouclé, il sera possible la plupart du temps de retourner sur un minigame en s'essayant à des niveaux de difficulté supérieurs. Chaque épreuve réussie la première fois est aussi synonyme de pièce gagnée, celle-ci étant à insérer dans le Chicken Win, un gâchapon qui comporte une tonne de bonus parfaitement inutiles. Cela étant dit, il est maintenant temps de détailler les différents minigames qui composent ce Game & Wario. Arrow, par lequel on débute, est en quelque sorte une déclinaison du jeu de ninja de Nintendo Land. La différence ici vient du fait que l'on tire à l'arc et non des shurikens. Chaque flèche doit donc être davantage ajustée, même si des mines posées à même les niveaux ou un tir poivré peuvent aider à faire plus rapidement le ménage. Tout juste sympa et pas très original. Bien qu'on en fasse vite le tour, Camera se montre un peu plus inspiré. Ici, il faudra prendre en photo une liste de personnages bien déterminés et dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire centrés, de face, en gros plan et en pleine lumière. L'écran de la télévision propose alors une vision globale de la scène, tandis qu'avec son gyroscope, le gamepad remplace le viseur de l'appareil photo. Ski se joue pour sa part comme le F0 de Nintendo Land et se révèle donc tout aussi dispensable. Le téléviseur affiche ici la course façon replay, tandis que le gamepad sert non seulement à négocier les virages, mais aussi à voir le circuit depuis une caméra aérienne. Dans le style épreuve ratée qui offre 2 perspectives différentes, Kung Fu se montre pas mal également. Dans ce dernier, il faut guider Young Cricket à la sortie du niveau, toujours en le dirigeant à l'aide du gamepad. La particularité vient du fait que ce dernier se déplace uniquement en bondissant et qu'il est donc nécessaire de prêter attention à la verticalité des niveaux. La télé affichant une vue à la 3e personne, il faudra la plupart du temps garder un œil sur le gamepad afin de profiter de la vue aérienne pour assurer ses atterrissages. Déjà pas spécialement fun, Kung Fu se montre en plus particulièrement pénible à jouer. La tablette doit en effet être tenue de manière parfaitement horizontale, la direction des sauts étant ensuite soumise à son inclinaison. Pour avancer, il faudra donc la pencher en avant, ce qui n'est pas très pratique quand on cherche à suivre l'action.
Ashley est une sorte de petit shoot automatisé. Les tirs sont gérés par la console et là encore les mouvements du gamepad servent à contrôler la petite sorcière qui fait office d'héroïne. Les gâchettes servent quant à elles à faire des loopings dans un sens ou dans l'autre. Le but étant alors d'amasser un maximum de boulettes lâchées par les ennemis. Bref, pas de quoi se réveiller la nuit, d'autant plus que le jeu n'exploite pas vraiment l'asymétrie offerte par la Wii U. Taxi se montre heureusement un peu plus digne des capacités de la machine. On joue ici le rôle d'un chauffeur de taxi qui doit venir à bout de soucoupes volantes. Dans un premier temps, il s'agit simplement de sauver des clients potentiels qu'il faudra conduire en sécurité. Puis dans un second, il faudra venir à bout d'un boss beaucoup plus menaçant pour l'avenir de la planète. Le gamepad affiche une vue FPS qui convient bien à la visée gyroscopique, tandis que la télé offre une carte globale du niveau. Sympa dans l'esprit mais pas spécialement palpitant. Pirate s'inscrit un peu dans la même veine avec toujours la télé en plan large et le gamepad en vue à la première personne. Ici, il faut parer les flèches que Wario et ses sbires envoient de 4 navires différents. Un au centre, un en haut, un à gauche et un dernier à droite. Pour cela, il faut tenir le gamepad face à soi comme un bouclier et pivoter selon les instructions données par le méchant moustachu. Pirate n'est pas inintéressant dans la mesure où il faut en effet baisser son gamepad pour entendre les indications de Wario. Le jeu demande donc un minimum de réactivité. La petite phase de danse qui conclut les fins de niveau n'était en revanche pas vraiment nécessaire. Pas la peine par contre de s'apesantir sur Design, Patchwork, Bowling et Bird qui sont là uniquement pour faire le nombre et font penser à de bêtes jeux smartphone. Le premier propose simplement de dessiner au stylet des figures géométriques avec le plus de précision possible. Le second, Patchwork, demande à ce que l'on reconstitue différentes figures en essayant de coller à un patron. Bowling est aussi limité qu'anecdotique. Et enfin, Bird n'est autre qu'un énième retour de Pierrot, jeu que l'on trouvait déjà dans d'autres épisodes de la série. Le bilan de ce mode solo n'est donc pas très folichon. Heureusement, Nintendo a eu une idée lumineuse avec Gamer. Ce jeu nous met en effet dans la peau de 9V qui cherche à jouer en cachette dans son lit. Il faut donc enchaîner sur le gamepad les minigames d'un WarioWare classique tout en prenant soin de se cacher sous la couette lorsque sa mère s'apprête à débarquer dans sa chambre. La tension que distille Gamer est palpable et on se prend vite au jeu à jeter de fréquents coups d'œil sur la télé pour voir ce qu'il se passe ou à analyser les différents bruits que l'on entend. Sans aucun doute, la plus grosse réussite de ce Game & Wario. Bien qu'il soit jouable jusqu'à 5 et n'exige rien de plus qu'un simple gamepad, le multi de Game & Wario est plutôt anecdotique. Highlands reprend à peu près le gameplay de Arrow et demande à ce que l'on score un maximum en plaçant des projectiles sur une cible. Disco est une sorte de battle rythmique dans lequel 2 joueurs se placent de part et d'autre du gamepad. Pour sa part, Fruit met le détenteur du gamepad dans la peau d'un voleur noyé dans une foule et qui doit commettre ses méfaits en étant le plus discret possible. En s'aidant de son comportement éventuellement suspect et de quelques aides dispensées dans le jeu, les autres joueurs qui ne font que regarder la télé doivent alors le retrouver. Enfin, Artwork n'est autre qu'un Pictionary. A noter qu'une version Miiverse, baptisée tout simplement Miiverse Pictionary, est également disponible, mais ses serveurs ne sont hélas pas encore ouverts au moment où nous écrivons ces lignes. Ce n'était pas la pire des prestations, mais ta danse est vraiment améliorée. Game & Wario est typiquement le genre de jeu qui aurait dû sortir au lancement de la Wii U, voire en bundle avec elle. En allant un peu plus loin, on peut même dire qu'il n'aurait pas été scandaleux de le voir greffé à Nintendo Land pour en faire un porte-étendard un peu plus consistant du gameplay asymétrique prôné par Nintendo. Car en l'état, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Game & Wario aura bien du mal à justifier les 60 € qui vous seront demandés en caisse. Au-delà d'un contenu rachitique inhabituel pour la série, le titre brille surtout par un manque de génie évident. Il y a bien la fulgurance gamer, ou encore Arrow, Taxi et Pirate, qui donnent un bon aperçu de ce que peut apporter le gamepad. Mais cela reste beaucoup trop maigre. On en fait assez vite le tour, et après avoir fait péter tous les high scores, il sera bien difficile de trouver une motivation pour y retourner. Et cela est d'autant plus vrai que Nintendo n'a pas jugé bon d'intégrer des classements en ligne, histoire d'attiser notre esprit de compétition. S'il n'y a rien de honteux en soi, il s'agit tout de même d'une vraie petite déception qui, couplée à l'absence d'annonces rassurantes à l'eCube, tente à prouver que le gameplay asymétrique n'est pas aussi révolutionnaire que ce que l'on voulait nous faire croire. Bilan de fin de saison toujours, puisque je note de ci de là les petites critiques, les petits reproches qu'on nous fait de manière tendre et affectueuse. Par exemple, on nous reproche souvent d'être un petit peu à la ramasse, en retard sur les sorties de jeux et les critiques que nous faisons.
Là, quand même, on va avoir un reportage, ça va être une ITV du directeur créatif du jeu The Crew. Un jeu qui ne doit sortir que début 2014. Pour l'instant, on ne sait jamais, ça peut prendre un peu de retard encore. Et là, vous ne pouvez pas me dire qu'on est en retard, on est vachement en avance. Mais en même temps, quand même, c'est vrai que c'est mieux. Ça permettra de préparer les populations. Parce que le Crew, on le connaît. Il est là, entre autres, pour terroriser la population. Et par là même, instaurer une nouvelle ère. L'ère du stup. The Crew est l'un des 2 nouveaux jeux dévoilés par Ubisoft sur l'E3 2013. Jouable sur l'énorme stand circulaire de l'éditeur français, The Crew est développé par une petite équipe lyonnaise, composée d'anciens membres du studio Eden Games et de bien d'autres ayant travaillé sur des jeux de course tels que Test Drive Unlimited, Need for Speed, GTA ou encore Burnout. Cette équipe, déjà bien versée dans la simulation de course, est également épaulée par Ubi Reflections, à l'origine de la série Driver et de son tout dernier et magnifique volet, Driver San Francisco. On pouvait donc s'attendre à un jeu de course à la fois carré et novateur. The Crew, c'est un jeu, comment je dirais, c'est un MMO driving game. Je dis bien driving et pas racing parce qu'il y a plusieurs styles de conduite dans le jeu. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un monde énorme, pas pour le côté gratuit de créer un monde énorme, mais pour avoir autant de variété dans un terrain que possible. Donc, on a choisi les États-Unis. Le fantasme de conduire aux États-Unis, des villes légendaires, et aussi un pays qui a été fondé un petit peu sur la voiture. Donc c'est vraiment ça. Et en plus de ça, c'est un monde persistant. Donc un monde persistant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que les voitures autour de toi, ça peut être des intelligences artificielles ou des autres joueurs. Donc ça crée un monde vraiment vivant, vraiment surprenant, avec des challenges, des amitiés qui peuvent se faire constamment. Lors de la présentation du jeu sur la conférence Ubisoft, 4 joueurs collaboraient ensemble dans une équipe donnant son nom au jeu, The Crew. Du coup, on peut se demander si ce titre est uniquement jouable en coop ou si d'autres modes de jeu sont également accessibles. Je suis désolé, je vais plus parler en français, j'ai trop mal à la gorge, je vais continuer en anglais, d'accord? Oui, on l'excuse sans problème. Cette interview a en effet été réalisée le dernier jour de l'E3 sur le stand Ubi, qui était une nouvelle fois l'un des stands les plus bruyants du salon, les développeurs étant obligés d'utiliser des boules de caisse pour espérer survivre aux 3 jours de présentation non-stop de leur jeu. The question of how do you play this game is an interesting one because I'm a solo player, so I can do the entire adventure, the story campaign, going from Detroit to New York to Miami to Las Vegas to Los Angeles by myself. But I know that the team is passionate about the multiplayer aspect. So not only do you have this living world around you, but you've got the possibility to form a crew, up to 3 other friends and you, so 4 people, and do all of those missions, all of those challenges cooperatively. And that's something that's really different for this game. And not only do you have that, but you also have the PvP aspect, the more competition side of things. And that will pit one crew against another crew. This is all about speed. Go! On retrouve ici l'une des grandes tendances de cette E3 2013, où de nombreux jeux brisent la frontière entre le solo, le coop et le multi, pour ne proposer qu'un mode de jeu où tout peut arriver. I think the seamless, persistent world is the big thing of this generation of consoles. Of course, it's something that PC players have had forever, so everybody's used to it if you're a hardcore PC player. But on consoles, it's something that's really new. The last generation of consoles, it was really about HD graphics. I can remember when I bought my first Xbox 360, I didn't have an HD TV, so that's something that came 2 years later. And I think it's going to be the same thing with Persistent Worlds. It's 2 years down the line, everybody's going to have Persistent Worlds. We're lucky enough to be one of the first projects to come out with that, and it's especially because the team, Ivory Tower, the guys responsible for Test Drive Unlimited, so they know what they're doing with that sort of technology. Lors de la conférence Ubi, avant même le début de la démo jouable, The Crew a été introduit via un superbe trailer en images de synthèse où l'on voyait une voiture se créer organiquement. Alors évidemment, on se dit que l'aspect customisation de sa caisse doit être central à The Crew. So customization is a really core feature of the game.
I'm a huge fan of Need for Speed Underground 2. You know, it's a PS2 game, an Xbox game, I still play it. It's awesome. And I feel that that sort of level of customization has kind of been lost. So what we wanted to do is apply that level of customization to an RPG concept, to really allow players to customize their vehicles, their favorite vehicles, exactly to their performance needs and aesthetic needs. So that's something that's a very big deal for us. In the game we have 3 major categories for customization: street, off-road, and circuit. And certain cars, like the Nissan 370Z, you can take from a street car to a dirt car, to a Paris-Dakar car, to a race car, and keep building on it and making it better. It's the same car, the same chassis, so we're really developing the attachment that you have with your car. Do you have a car? No. All right. The first car I had wasn't a good car, but I loved it because it was my space. And that sort of attachment, I think, is a very, very big deal. Un attachement que les équipes d'Ivory Tower comptent bien retranscrire au sein de leur jeu. Having lots of cars, yes, you can have. It's not a problem. There's lots of slots for you. That's not really the spirit that we want. It's an RPG. So what we want to drive is that attachment to one car, where you build up it and it gets to level 50 and you have a monstrous beast that you've spent so much time on, you don't want to drive any other car. But of course you can have several other cars. Your garage is limitless. You can fill it up with lots and lots of cars if you want. Un RPG donc, ce qui se confirme avec le partage des points au sein de son équipe, de son crew. La coopération pendant toute l'émission, c'est une coopération, oui, mais il y a quand même la notion de compétitivité. Par exemple, dans le takedown qu'on a vu dans la démo, c'est celui qui fait le plus de points qui va gagner le plus d'expérience, d'argent et les parts les plus rares pour sa caisse. Donc il y a toujours un aspect compétitif. Je pense que l'équipe l'appelle la coépétition. Jeu de mots. The Crew et ses jeux de mots pourront être appréciés sur PS4, Xbox One et PC début 2014, ce qui nous laisse largement le temps d'en reparler dans les mois qui viennent. Et comme la plupart des jeux Ubi à venir, il sera associé à une Companion App téléchargeable sur les smartphones et tablettes iOS et Android, histoire de pouvoir mettre à profit un second écran afin de renforcer ou de développer son expérience de jeu. Et trop marrant de faire ça 1%. Je peux dire n'importe quel truc et hop, il y a plein de gens, ils vont l'entendre. Et par exemple, si je dis Pirou, par exemple, eh ben si, il y a plein de gens qui regardent 1%, c'est plein de gens qui vont entendre le mot Pirou. Et hop, je le dis direct, Pirou. Trop marrant, hein. Et en plus, c'est des gens que je connais même pas et que je verrai jamais. Bonjour les gens, c'est moi qui parle à travers 1%. Pendant longtemps, il était coutumier de décrire le genre first-person shooter sous l'appellation Doom-like. Pourtant, le genre existait bien avant Doom. Dans cette émission, nous allons passer en revue quelques-uns de ces précurseurs du tir à la première personne. Pour trouver les sources du genre FPS, il faut d'abord regarder un jeu très différent, The Catacomb. Il s'agit d'un jeu en vue du dessus dans lequel le joueur doit explorer un labyrinthe en lançant des boules de feu sur les ennemis. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeu fut programmé par un certain John Carmack, qui revisitera quelques années plus tard ce concept avec une toute nouvelle perspective. Lors d'un salon, John Carmack découvre l'une des premières démos d'un jeu alors en développement, Ultima Underworld. Impressionné par les environnements 3D d'Underworld, Carmack décide de se lancer dans la programmation d'un moteur capable des mêmes prouesses. Ce moteur est d'abord exploité dans le jeu Overtank 3D, puis dans une version 3D de Catacomb. Le gameplay est strictement le même que dans le jeu d'origine, à la différence que le jeu est désormais à la première personne et que le joueur peut déplacer son avatar à 360 degrés. Catacomb 3D sera le tout premier FPS. Au passage, l'effet sonore joué quand le protagoniste heurte un mur donne un peu l'impression d'incarner un pétomane.
Blague à part, toute une équipe s'est rassemblée autour de John Carmack pour réaliser Overtank 3D puis Catacomb 3D. Parmi ses membres, citons des noms aujourd'hui légendaires comme Tom Hall, John Romero ou encore Adrian Carmack. id Software est né. Tandis que Softdisk réalise ses propres suites à Catacomb 3D sans le concours d'id Software, la fine équipe décide de ne pas en rester là et commence à travailler sur un nouveau jeu. Cette fois-ci, l'inspiration ne vient pas d'une précédente création de John Carmack, mais d'un jeu sorti 10 ans plus tôt sur Apple II, Castle Wolfenstein. Comme Catacomb, Castle Wolfenstein est un jeu d'action-aventure en vue du dessus, prenant place dans un château labyrinthique. Comme plus personne ne possède les droits sur l'original, id Software décide d'en réaliser un remake en 3D, Wolfenstein 3D. Le jeu sera distribué par Apogee Software, spécialiste du shareware et créateur de Duke Nukem. Dans Wolfenstein 3D, on incarne William Blazkowicz, un agent allié capturé par les nazis pendant les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Blazkowicz se retrouve prisonnier du terrible château Wolfenstein. Il lui faudra parvenir à s'échapper, puis contrecarrer les plans d'Hitler et de ses savants fous qui se livrent à des expériences impies. Concrètement, ça veut surtout dire explorer des niveaux labyrinthiques, découvrir des passages secrets en pressant la barre d'espacement sur tout élément de décor un peu louche, trouver des clés, ramasser des trésors et surtout tirer sur tout ce qui bouge. Le Castle Wolfenstein original était davantage un jeu d'infiltration qu'un jeu d'action, mais cet aspect a totalement disparu de Wolfenstein 3D, id Software ayant trouvé que cela nuisait au rythme du jeu. Même s'il semble bien inoffensif aujourd'hui, Wolfenstein 3D sera un jeu très controversé au moment de sa sortie, en raison de la période historique dépeinte et de sa violence graphique. Sa distribution sous forme de shareware lui assurera une grande popularité et un grand succès. Le jeu sera par la suite porté tous azimuts sur tous les ordinateurs et toutes les consoles du marché. Quelques mois plus tard, id Software réalisera Spear of Destiny, une préquelle à Wolfenstein 3D réutilisant le même moteur et le même gameplay. Le jeu raconte les aventures de William Blazkowicz alors qu'il tente de récupérer la fameuse lance de Longin volée par les nazis. De son côté, Apogee licencie le moteur de Wolfenstein 3D auprès d'id Software et lance la production de Blake Stone, un jeu similaire dans un univers de science-fiction à mi-chemin entre Buck Rogers et James Bond. Le joueur incarne Blake Stone, agent spécial galactique chargé d'appréhender le maléfique docteur Pyrrhus Goldfire, un savant fou déterminé à prendre le contrôle de la galaxie avec ses armées de cyborgs et de mutants. Blake Stone ne se contente pas de répliquer le gameplay de Wolfenstein 3D, il l'enrichit avec l'ajout d'interactions plus poussées avec le décor, comme par exemple des distributeurs de nourriture que le joueur peut utiliser pour restaurer sa santé. Pour obtenir un meilleur score, le joueur devra également éviter de tuer ses informateurs, des savants avec lesquels il est possible de discuter en pressant la barre d'espace. Évidemment, rien ne distingue les informateurs des ennemis normaux, sinon ce ne serait pas drôle. Malgré ses qualités, Blake Stone passera totalement inaperçu. Et pour cause, une semaine à peine après sa sortie, id Software sortait son nouveau jeu, un certain Doom. Loin d'être découragés, Apogee et le développeur Jam Productions réaliseront une suite aux aventures de Blake Stone sous le titre Planet Strike. Cette suite affine les graphismes et le gameplay, proposant notamment des armes plus variées et surtout une innovation de taille. La carte du niveau affichée en permanence dans le HUD, un ajout appréciable vu la teneur labyrinthique du jeu. Rise of the Triad commença son développement en tant que suite à Wolfenstein 3D. Le jeu en utilise d'ailleurs toujours le moteur, bien que lourdement modifié. Mais durant le développement, id Software décide de se retirer du projet, probablement pour se focaliser sur Doom. Ne pouvant plus utiliser la licence Wolfenstein, Apogee décide malgré tout de terminer Rise of the Triad, plaçant l'action à l'époque contemporaine plutôt que pendant la Seconde Guerre mondiale. Éclipsé par la saga Doom, Rise of the Triad est pourtant un FPS parmi les plus innovants de son époque. Les niveaux ne se déroulent plus seulement sur un plan unique, mais également dans la hauteur grâce à un ingénieux système de plateforme. Le jeu propose de choisir son personnage parmi 5, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. L'aspect plateforme du jeu est l'une de ses caractéristiques les plus surprenantes, avec des séquences entières où il faudra naviguer sur des disques métalliques en mouvement. Les niveaux sont bourrés de traquenards et de pièges que le joueur devra éviter à tout prix, en plus des hordes d'ennemis qui peuplent les lieux. Rise of the Triad proposait également un mode multijoueur ambitieux, jouable jusqu'à 11 simultanément.
Si les séries Blake Stone et Catacomb sont désormais tombées dans l'oubli, de nouvelles suites à Wolfenstein continuent de sortir régulièrement et un remake de Rise of the Triad est actuellement en développement. Mais ceci est une autre histoire qui sera chroniquée le moment venu dans Classé 18+. Encore une fois, je suis désolé, je suis obligé de vous présenter toutes mes plus plates excuses. Moi, avec tout le potentiel qu'il y avait dans 60%, dans les thèmes, dans les rubriques, j'aurais voulu faire vraiment un truc stupéfiant. Un truc qui vous aurait pris par la croupe, qui vous aurait retourné comme des crêpes. Un truc trapu, qui vous aurait pris aux tripes. T'as pas compris? J'aurais voulu vous frapper comme un type devenu aigri, mais en vous faisant des bisous.